Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Ils sont très nombreux, ces jeunes garçons aussi bien que filles, à se radicaliser du jour au lendemain, devenant du coup violents, très violents même. Ils sont alors auteurs de crimes et d'atrocités de tout genre et l'on se demande des fois s'ils sont véritablement des fils de ces pays. Pourquoi et comment un jeune respectueux et sans antécédent aucun se retrouve du côté de la violence et de l'horreur? Mesdames, Messieurs, dans votre émission Théma de ce soir, Jeunes et extrémisme violent, quand les coupables sont les victimes, avec M. Ibrahim Nabiou Touré, économiste, chercheur et directeur technique de IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Partagé. Merci beaucoup. Merci. Notre deuxième invité est Dr Issouf Yago, analyste politique, spécialiste des questions de défense, d'intelligence économique et stratégique. Dr Yago, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes également en compagnie de M. Kassim Fomba, coordonnateur national de l'organisation Think Peace qui évolue sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance en mettant l'accent sur la gestion des conflits communautaires, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et le renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations. M. Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir. D'accord, nous aussi, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est Dr Amadou Kone, enseignant-chercheur, leader associatif et religieux, président de la mouvance républicaine. Dr Kone, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lissa. Merci beaucoup. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour Merci l'invitation. beaucoup. Merci. Monsieur Fomba, nous parlons ce soir d'extrémisme violent, mais il y a toujours un autre terme qui l'accompagne, la radicalisation. Alors, qu'appelle-t-on radicalisation et qu'est-ce que l'extrémisme violent? Alors, merci beaucoup encore pour l'invitation. Nous sommes dans des notions qui sont assez spécifiques et qui peuvent être et qui devraient même être contextualisées. Lorsqu'on parle de radicalisation, nous sommes dans un processus de changement qui peut être comportemental et un processus de changement qui est idéologique et psychologique. Il y a certains qui l'associent même à un changement psychologique, mais ça c'est dans un domaine assez spécifique. Alors donc la radicalisation, c'est vraiment le processus de transformation psychologique comportementale d'un individu qui change d'une perception d'acceptation de la société dans laquelle il vit à une perception qui est beaucoup plus extrême, donc en marge de la société, sinon en dehors des concepts qui sont acceptés par la société. Donc il prend une position qui est une position dite radicale, c'est-à-dire qu'il devient intransigeant. Pour lui, il est impossible de pouvoir discuter avec lui. Il a une position idéologique qui est très carrée et qui est difficile à changer, pour ne pas dire dans certains cas presque impossible à changer dans certains cas. Voilà. Donc la radicalisation, c'est ce processus de transformation de cet individu dans une société et qui prend une position beaucoup plus ferme, intransigeante par rapport à sa perception idéologique ou une autre, surtout idéologique de la situation. Et l'extrémisme violent? Alors l'extrémisme violent, il découle un peu de la radicalisation, parce que l'extrémiste violent, c'est cette personne qui est radicalisée, mais qui, dans sa position idéologique qu'il a, il veut l'imposer de façon violente vers quelqu'un. C'est pour cela qu'on utilise le terme violent dessus. Sinon l'extrémisme, en tant que tel, c'est justement cette personne radicalisée qui a cette position idéologique. Mais lorsqu'il utilise la violence, c'est-à-dire lorsqu'il utilise une force pour l'imposer à quelqu'un d'autre ou à un groupe ou à une communauté, là on l'associe à une position extrémiste violente. Mais il est important de dissocier l'extrémiste violent du terrorisme également. Parce qu'il y a des fois cette confusion entre l'extrémiste violent et le terroriste. Le terroriste, lui, il va se démarquer par son mode opératoire. Et le mode opératoire est extrêmement important parce que l'extrémisme violent, autant il veut imposer son idéologie et sa position à d'autres gens et changer le comportement des autres en fonction de lui-même,
Autant le terroriste, lui, il utilise ce même mode opératoire, mais son objectif, c'est carrément de changer le système, de pouvoir créer une certaine terreur au sein de la communauté, afin que les gens puissent suivre son idéologie. Donc, le mode opératoire, le fait d'utiliser cet aspect de terreur, fait la différence entre l'extrémisme violent et le terroriste. Voilà. D'accord. Merci, M. Fomba. Docteur Kone, si nous suivons bien M. Fomba, êtes-vous d'accord avec ces définitions données et surtout la différence entre l'extrémisme violent et la radicalisation? Partiellement parce que déjà, bon, il a donné des définitions très pertinentes, mais en fait, il y a une dichotomie qu'il faut considérer entre les deux terminologies des fois. Parce que l'extrémisme aussi n'est pas fondamentalement violent. C'est pourquoi d'ailleurs on ajoute le mot violent parce qu'il peut ne pas être violent. Donc c'est une idéologie qu'on a tendance à ne pas tolérer toute modération là-dedans et qu'on a tendance à imposer. Et donc cette imposition n'est pas forcément violente par ailleurs. Maintenant aussi, la radicalisation, elle, donc lui, il était modéré là-dessus, mais peut être violent aussi. La radicalisation, ça peut être violent. Donc, et l'un peut amener l'autre aussi. Vice-versa, ou c'est seulement la radicalisation qui amène l'extrémisme violent? Les deux, c'est qu'on peut être extrémiste, parce que c'est à la base une idéologie qu'on veut faire qu'on veut voir se réaliser dans une société, dans une communauté. Donc on peut être extrémiste. Donc comme c'est une idéologie, on veut que les gens soient là-dedans. On est à l'extrême, on veut imposer cela, on veut promouvoir cela. Et la radicalisation, dans son extrémisme-là, on peut se radicaliser au point de ne pas tolérer toute différence, au point de ne pas accepter toute différence, au point même de vouloir transformer, faire entrer dans une mutation profonde son environnement pour imposer cela. Donc là, on s'est radicalisé. Donc un extrémiste peut être démocrate, mais c'est idéologique, il peut vouloir, mais ça peut être un vœu pieux, comme on peut le dire, ou comme on peut entendre par ailleurs. Alors quelqu'un qui est radical, il peut être violent. Donc les deux notions sont très liées en fait. Donc l'extrémisme peut être non violent, comme il peut l'être, auquel cas on a... Et la radicalisation aussi. Exactement. La radicalisation est très souvent liée à la violence, à un rigorisme, à une rigidité, au point qu'on n'est pas prêt à accepter toute différence. D'accord. Mais peut-on être extrémiste sans être radical? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme on dit, comme c'est une idéologie, on veut voir se réaliser une idéologie qu'on a. Maintenant, radical, on n'est pas forcément, on ne dirait pas forcément un radical en étant extrémiste parce qu'on peut ne pas vouloir imposer cela. Donc, vouloir imposer notre idéologie, c'est là où on devient dans le radicalisme. Voilà. Mais dans la pratique, en soi, pour une idéologie qu'on veut voir se réaliser, on est extrémiste là-dedans. Mais dans vouloir imposer cela à une communauté, à un groupe de personnes ou à un individu, là on est radical. D'accord. Merci, docteur Kone, monsieur Touré. On parle d'extrémistes, on parle de radicaux. Sommes-nous en face de phénomènes nouveaux? Pour tout dire, on n'est pas en face d'un phénomène nouveau, puisque quand vous écoutez la définition, vous comprenez que c'est un comportement qui était là depuis longtemps. Mais au fil des dernières années, ça s'est exposé. On en parle beaucoup. Ça a quitté la dimension réduite vers une dimension plus large, puisque les médias se sont beaucoup intéressés là-dedans. Il y a eu beaucoup de cas qui ont poussé les gens à parler de ça. Quand on prend le cas du Mali, il y avait le châtiment corporel à l'école, qui était perçu comme un acte de sévices violent. Par la langue qui a été banni de l'école, il n'y a plus de châtiment. La radicalisation, quand vous regardez avec cette explosion et cette multiplicité d'associations à caractère religieux, les différents commentaires qui en ressortent font que souvent on se permet de qualifier l'autre de radical, l'autre se permet de qualifier l'autre aussi de radical. Pourtant, chacun des deux au vu de la société est radical. Puisqu'on sort déjà des normes que nous-mêmes nous sommes établis, sur lesquelles nous sommes d'accord. On a dépassé ça. Donc pour la société, la personne là, elle est radicale. Mais la violence en tant que telle, finalement, elle est pondérée.
si ce ne sont pas des trucs à longue durée, c'est pondéré. L'action est là tout de suite, je veux l'avoir tout de suite, j'utilise la violence, et je l'ai ou je ne l'ai pas, mais j'utilise la violence. Donc, c'est des choses qui sont nuancées, mais qui sont différenciées par le temps. Le radical, c'est continuel. Peut-être jusqu'à un moment donné où la personne, par le processus de transformation, va changer de position. Mais le violent, c'est un moment bien connu, bien précis, la cible est connue, je pose, la cible que je cherche, je l'attaque, je fais mon forfait, je m'arrête. Maintenant, au fil du temps qu'on répète, on a un comportement d'extrémiste violent. Donc on peut dire que l'extrémiste intervient dans des champs bien précis. L'extrémiste intervient dans tout champ, mais les actions qui seront la manifestation de cette radicalisation font que ce n'est pas la même chose. En fait, l'alliance, elle est très grande. Il faut une observation très très profonde pour souvent différencier le radical de l'extrémisme violent. D'accord. Voilà. Mais pouvez-vous nous parler de quelques formes d'extrémisme violent? Les formes les plus simples aujourd'hui, c'est le cas de l'école. L'AIM est un outil de revendication pour les élèves. Mais au fil du temps, on sent que ça quitte le champ revendication estudiantine pour rentrer dans des questions personnelles, dans des intérêts personnifiés, et on les impose, quel que soit. Si tu n'es pas d'accord, je fais ce qui est mon pouvoir. Il y a eu des cas de tuerie, il y a eu des cas de violence avérée tout le temps. Mais la radicalisation, vous trouverez que généralement c'est au niveau politique et au niveau religieux. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Touré. Docteur Yago, en tant qu'analyste politique, d'abord votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là, et dites-nous aussi quelles sont les causes ou les facteurs déclencheurs en fait de l'extrémisme violent ou des facteurs l'aggravant. Avant de donner les causes, bien entendu, je vais apporter un certain nombre de précisions, si je peux me permettre. Oui. C'est que la radicalisation, comme il a dit, était un processus d'adoption d'une croyance extrémiste, incluant la volonté d'utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme mode de changement ou bien mode de changement de l'ordre établi. Donc c'est un processus. En tant que processus, moi je ne vois pas l'extrémisme en dehors de la radicalisation. La radicalisation, l'extrémisme est un continuum. Ça se décline en 3 étapes. La première étape, c'est le radicalisme. Le radicalisme qui s'exprime dans un contexte social bien précis, qui est le fait, si vous voulez, d'injustice, d'humiliation d'une certaine minorité qui ne se sent pas considérée par la société. Puis nous basculons dans ce qu'on appelle l'extrémisme en ce moment. L'extrémisme, cette fois-ci, voudrait exprimer cette volonté d'accepter la violence comme mode d'expression, mais sans pourtant aller au fond de sa pensée. C'est la pression du groupe dans lequel on vit qui va nous amener à passer à l'acte. Et maintenant, le terrorisme devient le stade suprême. Le stade suprême de cette pensée qui veut qu'on s'exprime ou qu'on exprime la terreur à des fins politiques. Voilà un peu la démarche. Elle n'est pas instantanée. D'abord radical, ensuite extrémiste et enfin terroriste. Donc c'est un processus qui constitue un continuum, si vous voulez. Donc maintenant les causes sont connues. On va en donner beaucoup ici. Moi je peux en donner quelques-unes. On vous dira que la pauvreté, la misère, l'injustice, la corruption, la malgouvernance, le sentiment d'injustice peuvent pousser certains individus en quelque sorte vulnérables à mener ces types d'actions. Donc les causes sont connues. C'est très souvent le sentiment d'injustice. Je prends des cas que nous avons vus dans d'autres pays, par exemple. Si vous prenez le cas d'Ahmedi Coulibaly. Ahmedi Coulibaly se radicalise en prison. Mais il s'est radicalisé par le fait qu'un de ses amis, lors d'un braquage, a
a été tué par la police. Donc il avait cette haine pour la police. Donc sa première victime, c'était une policière à Montrouge. Le cas de Mohamed Merah, quand on vous dit souvent les redondances politiques, le positionnement politique sur le plan international d'un État peut avoir une influence certaine sur l'individu qui va s'engager. Souvent, quand les jeunes s'engagent, ils se disent que nous allons défendre la cause de la Palestine, qui est un peuple opprimé et oppressé. Souvent, ils s'engagent en allant en Syrie en disant la même chose. Donc, le positionnement politique et la politique internationale jouent également dans la radicalisation. Voilà. Merci, docteur Yago. Monsieur Fomba, alors, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter à cette liste de la pauvreté, de la mauvaise gouvernance, de l'injustice parmi les causes de la radicalisation? Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler des facteurs qui déclenchent et des facteurs qui aggravent l'extrémisme? Très bien. Juste avant de répondre, vous allez voir que lors de cet échange, vous voyez qu'il y a certaines subtilités entre les notions, mais il est important d'insister sur ces subtilités-là, entre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. La radicalisation est vraiment interne. C'est déjà une transformation interne de la personne. Elle ne s'exprime pas encore, parce que c'est un changement de comportement qui se fait. C'est pour cela qu'on l'associe des fois à un changement qui est psychologique. Comme je dis, il y a beaucoup d'études de recherche qui parlent de ce volet-là, psychologique, du changement de la personne. Et c'est vrai que, comme il l'a expliqué, il y a vraiment un lien très subtil entre la radicalisation, l'extrémisme violent, qui devient cette position, et vous avez raison, l'extrémisme n'est pas forcément violent. Mais ce n'est pas pour rien qu'on ajoute le violent. Donc, je pense que ça répond un peu à la chose. Donc, ça, c'était vraiment le volet subtil. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, ça prend beaucoup de temps, mais il est important de faire cette subtilité des notions qui, dans les débats, certains les confondent parce qu'ils ont l'impression que c'est la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Quels sont les facteurs, en plus, les causes ou les facteurs déclencheurs et aggravants. Il a cité déjà des causes qui peuvent être associées à des facteurs aussi. Mais en plus de ça, lors de nos études de recherche que nous avons, ainsi que d'autres études de recherche avec des centres sur le terrain, il y a également la défense identitaire. Il y a certains qui, dans leur position, ils veulent défendre leur famille ou leur communauté ou leur identité. Ils sont obligés d'aller s'associer avec des groupes, ces groupes terroristes par exemple, pour pouvoir les défendre parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Les options qui devraient être présentes, qui sont les options du rôle régalien, par exemple de l'armée, malheureusement dans certaines zones, l'armée n'est pas forcément présente ou elle est peu présente et il y a une forte présence de ces groupes-là. Alors il faut faire un choix. Soit on baptise entre guillemets avec le diable, ou on est obligé d'affronter ce diable-là. Alors, en voulant l'affronter, il y a certains qui vont créer des groupes d'autodéfense. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de groupes d'autodéfense, de milices qui sont créés, mais c'est pour défendre vraiment leur communauté. Donc c'est vraiment, en plus de ce qu'il a rajouté, ce que je voulais ajouter comme cause. D'accord. Toujours avec vous, Monsieur Fomba, connaissons-nous à peu près les âges, en fait, qui sont les plus exposés, faciles à enrôler, à en faire des extrémistes, et puis côté genre, est-ce que ce sont les jeunes garçons qui sont beaucoup plus exposés, plus que les jeunes filles, ou c'est plutôt le contraire, ou bien tous les genres sont au même titre concernés? Alors, ce qu'on a constaté, en tout cas lors d'une cartographie des acteurs qui composent les groupes, il y a beaucoup plus de jeunes. Les groupes sont vraiment composés en majorité de jeunes. Âge compris entre... Ça peut varier vraiment, parce que la notion de jeunesse aussi au Mali, vous le savez, je pense qu'il y a la limite qui est 35 ans, je pense. Mais nous, on va dans des villages où c'est le jeune de 45 ans qu'on nous montre. Quand on dit on veut parler aux jeunes, c'est le monsieur de 45 ans qui sort. Et bon, nous, on sait que si on doit prendre la règle où il faut être entre les 18 et 35 ans, on va rater la coche. Donc, en réalité, les jeunes qui sont là-bas
sont aux alentours de 18 jusqu'à 45 ans. Hein, je veux dire jusqu'à 45 ans. Mais en majorité, ils sont jeunes. En majorité, ce sont des hommes. Les femmes sont utilisées dans la majeure partie, pour d'autres rôles à jouer dans les groupes qui ne sont pas forcément des rôles de combattantes. Mais elles sont utilisées. On a malheureusement également des enfants. Les enfants sont utilisés beaucoup plus comme étant des veilleurs. C'est eux qui sont généralement postés à des checkpoints pour pouvoir identifier qui est en train de venir. Donc, et ils sont utilisés pour ça. Ils sont utilisés pour d'autres types de courses. Ils sont utilisés malheureusement dans certains groupes qui sont beaucoup plus violents parce que si vous savez, les groupes sont un peu divisés et certaines allégeances sont différentes, mais les allégeances sont différentes en fonction du mode opératoire du groupe à qui on fait allégeance. Et certains de ces groupes qui utilisent beaucoup plus de kamikazes utilisent beaucoup plus les enfants. C'est inoffensif un enfant et quand un enfant vient, tout de suite on n'est pas forcément, on ne prend pas ses gardes. Donc l'enfant porte une bombe, il va faire exploser quelqu'un. C'est beaucoup plus simple avec un enfant qu'avec un grand gaillard avec une barbe. Là, lui, dès qu'il vient, on sait qu'il est douteux. Donc, finalement, les gens font attention à cela. Ce sont également des espions. Hein. Ils sont beaucoup utilisés comme espions également, les enfants. Donc la majorité sont jeunes, mais il y a également les enfants et les femmes qui sont malheureusement utilisées. D'accord, merci Monsieur Fomba. Monsieur Touré, pouvons-nous évoquer aussi la situation professionnelle, les niveaux d'études et de formation? Alors, pour dire que, parlant de chiffres ou bien de tendances, il faut reconnaître que c'est par endroit, mais dans la majeure partie des cas, elle se passe plus dans les zones de conflit. Il faut le reconnaître, c'est dans les zones où il y a des conflits, ou les zones qui sont en instance de conflit, que c'est plus facile de les enrôler. Et comme il a dit, la majeure partie des cas, c'est les jeunes. Maintenant, le niveau, dans la majeure partie des cas, le niveau d'éducation ne compte pas trop. Et c'est généralement des gens qui n'ont pas cette capacité d'analyse qu'on enrôle, qu'on arrive à embobiner. Et aussi, le rôle de second plan qu'on les donne, puisque c'est des gens qu'il faut mettre dans les actions, on n'a pas besoin de grands investissements pour qu'ils puissent être opérationnels. L'action, c'est ça, il faut aller, ils vont aller. Maintenant, quand on regarde un peu la cartographie du Mali, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est plus facile dans l'extrême, vers le côté du nord, d'être plus enrôlé un peu du centre. Maintenant, venant vers Bamako, Ségou, ça change. Parce qu'à Bamako, si je prends le cas de Bamako, il n'y a pas de conflit en termes de grandeur, mais c'est des groupements, c'est des grains qui se font la guerre, qui se font les lois. Donc ce mode de recrutement est facile et ça ne coûte pas très cher parce que c'est les camarades d'âge. C'est ton fan, c'est ta référence de jeunesse, de force que tu suis. Donc c'est plus facile pour toi de partir et te confier à lui, demander sa protection. Et ça, tout en demandant sa protection, tu es enrôlé. Et généralement, la majeure partie des cas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont enrôlés que lorsqu'ils ont commis des forfaits. Ou quand ils sont devant des faits accomplis, qu'ils se rendent compte que vraiment, je me suis mis dans quelque chose que moi je ne maîtrise pas. Donc, le niveau de formation, c'est rare de trouver des gens à un certain niveau et d'être enrôlés. Puisque là, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux. Tu comprends quelques notions géopolitiques, géostratégiques, quelques notions économiques qui te permettent de gagner toi-même. Et la situation professionnelle, ce sont généralement des chômeurs ou même des gens qui travaillent déjà, on les enrôle aussi facilement que les chômeurs? Bon, il faut voir le besoin. Et il y a des besoins spécifiques à chaque cas. Et il y a des cas où la personne a, comme il a dit, a besoin de défendre son identité culturelle et ethnique. Il va se permettre de s'enrôler. Il y a d'autres aussi qui ont des besoins spécifiquement économiques. Et pour se faire enrôler, il faut avoir... Bon, quand tu vas faire ce forfait, quand tu es dans notre groupe, tu as ça. Donc facilement, il y a un gain facile qui pousse les gens à aller vers l'enrôlement. Mais toujours est-il que la personne qui recrute, on ne le voit pas. C'est justement après les forfaits que la société commence à se poser autant de questions pour savoir comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ça. Donc les gens qui les enrôlent,
ils sont effacés. Il y a toujours un miroir entre ces gens et la société. Ça s'appelle les forfaits qu'on se rend compte que vraiment, c'est telle personne qui a favorisé ces jeunes à aller dans ça. D'accord, merci M. Touré. Docteur Koné, peut-on évoquer des variabilités religieuses où l'appartenance à une religion importe peu ici? C'est important. Avant, je m'ai juste rebondi par rapport aux causes. En fait, je pense qu'il y a une raison économique aussi. Hein. Ce n'est pas que religion, on va en venir tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure, mon prédécesseur, ceux qui sont dans les besoins économiques, pécuniaires, donc on peut les enrôler facilement. Donc je parle des facteurs ou des causes qu'on pourra se radicaliser ou devenir extrémiste. Il y a aussi des formes de corporations syndicalistes. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'AM par exemple, ou les mouvements syndicaux. Au début, c'est une revendication. Après, on boycotte les systèmes. Après, on va sur la table des négociations. Après, on se radicalise dans la position. Donc, juste pour revendiquer quelque chose. Donc, c'est aussi une des causes. Donc, là, c'est différent, c'est carrément, si je vois que mes présidents parlent beaucoup de l'extrémisme, surtout religieux en fait, ethnique, culturel, mais pas que. Donc on peut avoir même des corporations qui peuvent être des extrémistes ou qui se radicalisent dans leur position. Alors pour revenir à la question par rapport aux variables, si c'est religieux, donc c'est effectivement religieux, mais pas que. Cela peut être politique aussi. Donc, surtout dans un pays, dans les jeunes démocraties comme les nôtres, on a vu l'avènement de la démocratie au début des années 90. Donc, politiquement, on peut avoir quelqu'un qui est dans un mouvement politique, un courant de pensée politique, mais qui ne tolérerait pas, qui se radicalise dans cette position politique, au point que, dans la même famille, dans les mêmes groupes, il a tendance à combattre celui qui a une appartenance politique autre. Donc ça peut être politique aussi. Ça peut être idéologique. Les grandes démocraties aujourd'hui ont tendance à imposer la démocratie par la force du feu, par les armes. Donc eux aussi, ils se radicalisent dans leur position. Ils ont une tendance à ne pas tolérer on va dire des régimes théocratiques ou des régimes monarchiques. Voilà. Et ils veulent imposer le régime, leur façon de voir les choses dans le monde par la force. Donc eux aussi, ils se radicalisent dans leur position. Ou même dans une démocratie, donc là je donne un exemple rapide, c'est le cas français. En France, donc la démocratie à la française aussi, des fois, arrive à perdre le contrôle en se radicalisant aussi. Comment voilà, État laïque, État démocratique, donc laïcité ne veut pas dire athéisme aussi. Au point que le système s'est radicalisé au point d'interdire tout signe religieux, comme le disait Chirac en son temps, ostensible. Donc il ne faut pas qu'on puisse, en te regardant, t'identifier à partir de ton appartenance religieuse ou culturelle. Là, en soi, c'est une position radicale. Parce qu'en même temps, on veut défendre la liberté du culte, parce qu'on est dans un État laïque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence de religion, mais on veut donner une liberté à tout le monde de pouvoir exercer sa religion comme... Mais docteur Koné, est-ce qu'il existe des religions qui exposent plus ces jeunes adeptes à la radicalisation, à l'extrémiste que d'autres religions? Il y a des cas, non, aujourd'hui il faut reconnaître que c'est en islam qu'on rencontre beaucoup plus d'extrémisme violent. Ça ne veut pas dire que l'islam en tant que tel, en tant que religion, expose, non. D'ailleurs l'islam, étymologiquement, ça veut dire salam, ça veut dire paix, une religion de paix. Et de tolérance. Et de tolérance. Et d'ailleurs, si on regarde la biographie du prophète de l'islam, bénédiction sur lui, et donc les guerres, les guerres menées, c'était des guerres d'autodéfense, c'était des guerres de protection de l'État islamique, du jeune État islamique. C'était plutôt défensif. Voilà, c'était plutôt défensif. Exactement. Mais comment certains pratiquants de cette religion de la paix et de la tolérance se retrouvent dans un État comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous aimerions vraiment comprendre. Donc c'est là où il faut regarder l'origine même de cette radicalisation ou de cet extrémisme-là. Comme ça, on a vu que la nuance est très forte. C'est pas qu'à notre niveau, hein, au niveau des Nations Unies, les problèmes se posent avec acuité, donc de bien délimiter la frontière entre les deux notions. Alors, si il a parlé de Mohamed Merah qui s'est radicalisé en tombant malheureusement dans les mains de n'importe qui. On peut regarder par exemple le contexte israélo-palestinien. Donc c'est un État, deux États, ou un État à la base, Palestine,
mais qu'on essaye de développer, enfin, qu'on essaye de donner une place à Israël. Donc les jeunes palestiniens se radicalisent parce qu'ils voient une injustice qui s'installe. Donc, et là, cette radicalisation, elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas fondamentalement religieuse. D'accord. Voilà. Donc, et même, j'ai parlé de la France, si on voit ceux qui se mettent dans des bombes pour aller s'exploser à des endroits, des fois, si on regarde leur origine, qu'est-ce qui les a amenés à ça? Souvent, c'est des jeunes des banlieues, des jeunes, on a vu avec, je pense que c'est le cas de, je sais plus qui, des jeunes qui se droguaient, qui buvaient de l'alcool, du coup, qui faisaient totalement autre que l'islam. Mais, parce qu'ils sont issus des familles islamiques, et même, ils sont nés musulmans sans faire l'effort de faire, mais qui se sont livrés à la facilité, mais qui, comme c'est pourquoi d'où la notion de néo-convertis, qui sont néo-convertis, donc découvrent des choses, veulent rattraper le temps, tout le temps passé dans l'erreur. Ce qui fait que s'ils se font enrôler par des gens qui ont une idéologie de faire imposer l'islam ou une idéologie par la force, il se peut donc du coup qu'ils les promettent paradis comme un raccourci, de mourir, de faire le sacrifice ultime, un martyr, donc pour garantir ces paradis, parce que vu tout ce que tu as comme vécu, vu tous les péchés, vu toutes les erreurs que tu as commises, du coup, facilement, les gens tombent dans ça. Mais sans que ce soit à l'origine, la religion en tant que telle qui a invité à cela. À la base. Voilà. D'accord, merci docteur Koné, docteur Yago. Et les victimes aussi sont des jeunes. Et généralement, c'est-à-dire les victimes de l'extrémisme, les victimes de la radicalisation aussi sont des jeunes. Avons-nous une idée de quel type de jeunes aussi généralement sont victimes alors d'actes extrémistes de la part d'autres jeunes? Bon, petite précision encore une fois, c'est que tout de suite il disait que la radicalisation est interne, tout à fait. Moi je suis d'accord avec lui, je pensais qu'il disait que la radicalisation était personnelle, mais les signes sont externes et perceptibles qui nous permettent d'anticiper et de pouvoir régler le problème. Maintenant, quant à la typologie de radicalisation, il est bon d'essayer de dégager une typologie. Souvent, nous avons la radicalisation de type religieuse. Nous avons la radicalisation de type d'extrême droite, d'extrême gauche, qu'on ne connaît pas malheureusement ici. Nous avons la radicalisation de type séparatiste, qu'on commence à connaître dans beaucoup de pays d'Afrique. Qu'on connaît très bien quand même. Qu'on connaît très bien malheureusement chez nous, dans le Nord, je ne voulais pas toucher le mot. Comme nous sommes dans une phase de consolidation de la paix, on ne peut pas ouvrir la boîte à Pandore. Voilà. Donc les victimes, pour moi, sont surtout les jeunes. Cela s'explique par le fait que la population en majorité est jeune, d'abord, et que eux-mêmes, les auteurs, malheureusement les responsables, je veux dire, sont eux-mêmes jeunes qui lancent des attaques kamikazes. C'est sûr qu'ils n'en sortiront pas vivants. Mais aujourd'hui, les victimes de la terreur sont de toute nature, de tout genre, enfants, femmes, jeunes, vieux, malheureusement, qui ne choisit pas ses victimes. Très souvent, on va dans des places publiques rien que pour, comment dirais-je, entraîner cette psychose. Le plus grave aujourd'hui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les premiers responsables ne sont pas que les jeunes qui s'adonnent à ces pratiques-là. Nous sommes quelque part responsables parce que nous avons tendance à diffuser les images qui ressortent de ces atrocités. Il n'y a pas plus terroriste que celui qui diffuse des images d'un acte terroriste, parce que le terroriste n'attend que cela. Il n'a pas besoin de gagner un terrain, ni de gagner un État. Le terroriste ne gagnera jamais au Mali, parce que nous avons ce qu'on appelle une profondeur stratégique qui ne nous permet pas aujourd'hui aux terroristes de s'installer de façon durable. Cette question va rester un temps, mais ils ne pourront pas s'imposer. Mais le fait de participer à diffuser les images, on communique à leur place. Et la communication en la matière est très importante. Nous en appelons à la vigilance et à la sagesse de tout un chacun de faire attention à cette pratique d'ailleurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Yago, monsieur Fomba. Ici, même chez nous, alors, les actes commis au nom de cette radicalisation, au nom de cet extrémisme violent, alors,
peuvent aller souvent très très loin. Vous qui êtes sur le terrain, pouvez-vous nous en dire un peu plus jusqu'où ils peuvent aller, ces extrémistes? Quelques anecdotes à nous raconter d'histoires véritablement atroces commises par des jeunes sur des jeunes, en tout cas sur des populations, en tout cas ici chez nous-mêmes. Ok, avant de rentrer dans les détails de ça, parce que je pense que déjà tuer quelqu'un, c'est extrêmement, pour moi, atroce déjà. Ouais. Il est important aussi de clarifier, comme il l'a fait, l'extrémisme n'est pas lié à une religion. Et toutes les religions ont vécu ça. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans la phase de l'islam, où malheureusement, voilà, c'est exposé et on a l'impression que tous ceux qui sont terroristes sont des musulmans. Mais toutes les religions ont vécu ça dans le passé et continuent à le vivre actuellement. Mais ce n'est pas l'apanage d'une seule religion ou des religions. Il y a plusieurs aspects, comme il l'a souligné tout de suite. Il a parlé des extrêmes gauche, extrême droite. En fait, ça, c'est le volet politique. Mais on a également d'autres aspects, comme même les défenseurs des animaux sont des extrémistes. Les défenseurs des animaux qui sont sortis, il a touché le cas de la France. Je pensais qu'il allait parler des gilets jaunes, mais on a un processus de radicalisation qu'on a vu avec les gilets jaunes qui est quand même à noter. Et tout le monde a suivi ça. D'une simple revendication, ça s'est transformé à des actes vraiment très extrêmes. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas l'apanage d'une religion, comme vous l'avez souligné. Alors, par rapport à des cas qu'il y a sur le terrain, je pense que je vais parler des cas sans vraiment citer les endroits pour rester un peu, garder l'anonymat de nos victimes. Mais on a eu des cas d'explosion où il y a des jeunes qui se sont attachés des bombes, qui sont allés se faire exploser. Il faut noter malheureusement que ces gens qui le font, il y a plusieurs raisons. Mais il y a certaines raisons où c'est vrai que la religion n'est pas le motif d'adhésion tout de suite. Mais lorsqu'ils sont dans les groupes, la religion est beaucoup utilisée à l'intérieur des groupes. Et c'est là où le rôle, nous, ce qu'on dit, parce qu'on va passer sûrement au rôle des acteurs qui devraient intervenir, et c'est là où le rôle des religieux devient important. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, on leur fait sortir certains versets qui sont sortis de leur contexte, mais on essaye de les convaincre avec cela. Mais ça trouve qu'ils sont déjà dans le groupe. Ils peuvent rentrer pour des motifs économiques, mais à l'intérieur du groupe, ils entretiennent justement le groupe avec ces éléments-là. Et ça, c'est extrêmement... en tout cas, ça, ce sont les données que nous avons eues. Mais le motif n'est pas religieux. D'accord. Le motif n'est pas religieux. Sauf qu'à l'intérieur, malheureusement, après, il y a ce processus qui est en cours à l'intérieur, qui fait qu'ils sont obligés de rester pour certains, parce qu'ils ont le sentiment que s'ils ne font pas comme ça, ils sont comme en dehors de la religion. D'accord. Donc ça, c'est... Merci, M. Fomba. M. Touré, oui. Des anecdotes qui témoignent du degré de violence, de cruauté souvent qu'on peut vraiment toucher. Alors, mais je pense que je vais rappeler juste une chose. C'est généralement la plupart des cas qu'on dit extrémistes ou radicaux sont aussi victimes et coupables à la fois. Parce qu'il y a toujours quelque part une défaillance qui a conduit cet individu vers ce changement. Et dans la plupart des cas, on fait recours à l'insuffisance de l'apport de l'État ou de la société. Ils sont d'abord eux-mêmes victimes avant d'être coupables. Alors, pour parler du cas d'exemple très précis, je me rappelle, si je ne m'abuse bien de ma mémoire, c'est en 2014 ou 2015, où à Gao, des jeunes se sont permis de prendre 2 autres jeunes d'autres communautés, pensant qu'ils ont voulu faire autre chose. Ils ont brûlé vif devant les hommes. Et quand l'homme arrive à ce stade, ça dit déjà quelque part, il y a un travail qu'on devait faire. Et ce processus de changement qui les a amenés jusqu'à ce qu'ils ont pu brûler l'homme vif, c'est trop. D'accord. C'est vraiment trop. Il y a tellement de cas qu'on peut en citer. Il y en a plein à l'école ici, dans la rue, ou pour des simples questions de dire c'est mon territoire, tu n'as pas le droit de passage, on le prend, on le violente. Il y a des cas de viol chaque jour qui se passe. On en parle.
Il y a récemment une fille qui a été violée par 3 gars où ils se sont permis de filmer la scène et de propager. diffuser. C'est vrai. Voilà, donc il y a tellement de cas. D'accord. Et je m'arrête là. Parce que Merci, c'est ça. merci, M. Touré. Docteur Koné. Oui, par rapport au niveau de violence, bon, mes présidents ils ont cité un peu, et jusqu'où ils peuvent aller, comment ça se manifeste. Ça peut se manifester aussi déjà par le rejet. Donc le rejet de toute différence, de toute différence en fait, de toute modération. Un extrémiste, il rejette celui, même dans le même groupe, qui est différent, qui est modéré. Donc il pense qu'il n'est pas suffisamment... il s'écarte trop de l'idéal. Ils peuvent aussi agir par violence à travers les attentats, cela a été dit, à travers le boycott aussi. Voilà, donc ça on voit ça entre deux nations, ou même une famille, ou même un quartier, ou un clan, ou un groupe, ou par rapport à des marques de produits, donc, parce qu'on a une frustration, parce qu'on pense qu'il y a une injustice, parce qu'on pense qu'il y a une oppression. Voilà, donc du coup, on se radicalise dans sa position, et en réaction, donc on peut même passer au boycott. Et on fait de la promotion de cela. Donc c'est aussi une forme, un niveau d'action de ceux qui voilà. Et aussi on a l'embargo également. L'embargo c'est aussi une manifestation de l'extrémisme aussi. Voilà, donc on fait l'embargo sur un produit, sur un individu, sur une nation. Voilà, et pour rejoindre M. Touré, c'est là pourrait vraiment mettre certaines personnes dans des situations d'extrême pauvreté. Et Dieu seul sait ce qui peut alors découler de cette situation. Voilà. Donc les victimes vont au-delà des individus, parce qu'on parle beaucoup au niveau individuel. Mais les victimes, et ça peut être communautaire aussi. Les amalgames qu'on a, des positions radicalisées, ou même ceux qui se cachent sous la bannière d'une religion, quand ils font des actes de radicalisation ou d'extrémisme, donc les victimes, c'est l'appartenance originelle même. Donc on va frapper, comme on dit, on frappe pas le même bâton, tout le monde de la même religion. On va dire parce que quelqu'un de votre appartenance a fait ceci, on a fait cela. Quelqu'un d'une ethnie a fait une violence, du coup, vous tous, vous êtes dans la même chose, etc. Donc c'est pas cette communautaire ethnique. Ça peut être aussi organisationnel au niveau c'est une ONG, une structure, voilà. Donc on a une ONG qui œuvre dans ce domaine-là, qui a fait des bêtises. Donc toute ONG qui va venir dans le même secteur, donc on va dire non, de toute façon on a l'habitude des ONG, hein, on sait comment ça se passe, et voilà. Donc ça aussi c'est, l'ONG devient aussi une victime de radicalisation. On a aussi, comme on a dit aussi, les pays, voilà, les systèmes étatiques. Donc un pays peut être aussi victime. Donc par exemple, je ne vais pas citer le nom du pays, mais parce que quelqu'un de tel pays a fait tel acte, a posé tel acte. Il y a des pays encore aujourd'hui, si on dit qu'on vient de tel pays, systématiquement dans le subconscient de certaines personnes, on fait le lien entre radicalisme, entre extrémisme. Donc du coup, eux aussi, ils peuvent être des victimes. D'accord, merci docteur Koné. Docteur Yago, dans le cas par exemple des conflits armés où on enrôle beaucoup de jeunes, est-ce que nous pouvons parler quand même d'une économie criminelle ici, en fait, qui généralement se charge de comment dire, passez-moi l'expression, qui se charge de les recruter, voilà, avec quoi, voilà, de les enrôler, avec quel argent, et ce dernier aussi est financé par qui à l'échelle nationale et internationale? Concrètement, le financement des actions terroristes ou de manière générale, c'était un débat qui continue de se faire à travers le monde. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle une entreprise terroriste qui fonctionne comme une entreprise de droit privé, comme une SA, avec un chef à la tête, un premier responsable, président, directeur général, qui a un conseil d'administration, qui recrute des potentiels salariés, malheureusement qui recrute parmi des personnes vulnérables, des personnes en situation difficile, des personnes qui sont au banc de la société, des personnes qui ont des difficultés à se faire voir, à se faire reconnaître, donc qui ont du mal à s'exprimer concrètement dans la société, qui sont recrutés par ces entreprises terroristes, rémunérés sur cette base, qui eux-mêmes sont financés d'autres manières. L'État islamique a un budget annuel de 2 milliards de dollars. Comment vous estimez que cette entreprise terroriste peut mobiliser toute cette somme
sans qu'il y ait un circuit de financement bien précis. C'est vrai qu'il y a des activités illicites, comme les enlèvements avec rançon, le trafic d'organes, le trafic de tout genre, le trafic de drogue, le vol vol. du bétail, Mais il a été prouvé que les enfants qui sont enrôlés, surtout pour les Occidentaux, qui sont enrôlés par exemple en Syrie, bénéficient de l'aide financière, malheureusement, de leurs parents qui veulent aider ces enfants sur place et qui deviennent finalement une source de financement du terrorisme. Donc le financement du terrorisme aujourd'hui est protéiforme. Il est très important qu'on mette des dispositions, qu'on prenne des dispositifs qui puissent les contrer et tarir franchement le financement qui leur donne cette capacité de recruter comme une entreprise du CAC 40. Voilà. D'accord, merci docteur Yago. Alors monsieur, plus que 10 minutes quand même, d'ici à la fin de l'émission. Alors monsieur Touré, alors dites-nous quels sont les acteurs sur le terrain, les moyens utilisés, et puis est-ce que ces moyens sont efficaces, qu'ils le soient ou pas, qu'est-ce que vous préconisez comme solution contre l'extrémisme violent, contre la radicalisation chez nous ici au Mali? Alors, juste un rajout à ce que le docteur Yago a dit. En fait, le financement des activités de ces gens, c'est difficile à cerner. C'est vraiment difficile à cerner au point de vue que souvent on se permet d'estimer. Je sais pas, si vous remarquez, dans beaucoup de structures aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle un checklist. Un checking pour savoir est-ce que telle entreprise n'a pas de lien avec des organisations terroristes. Il y a un certain nombre d'organisations qu'on a ciblées. On dit, bon voilà, ceux-là, ici, ils financent. Sur quels critères, sur quelle base? Et comme on le dit, toujours est-il qu'il y a ceux-là qu'on indexe comme extrémistes, comme radicaux, aussi sont victimes. Souvent, ils ne le sont pas. Chaque année, on actualise, on enlève, on en rajoute. Alors, pour revenir un peu au cas des actions et des acteurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Et le gouvernement du Mali, à travers le ministère de Culture et des Affaires religieuses, si je ne m'abuse, je peux parler sous le contrôle de Famba, qui a mis un comité, et je pense que c'est le secrétariat de lutte contre l'extrémisme violent. Et je pense que ça, c'est les premières actions, puisque en termes de texte et le Mali est pauvre là-dessus, c'est un phénomène dynamique. Et chaque année, à chaque cas, il y a de nouveaux cas qui sont là qu'on ne connaît pas. Comment les réglementer, comment les cadrer. Et en termes d'acteurs, il y a beaucoup. Ils sont là. Team Peace fait des actions. Nous faisons républicaine. Ils font des analyses. Nous faisons des petites recherches. Et chacun de son côté contribue d'une manière ou d'une autre. Mais il est important aujourd'hui qu'il faut une synergie entre tous ces acteurs. Il ne faut pas simplement s'arrêter à la création de ce comité pour dire voilà, on a mis un organe pour parler de ça. Mais il faut le mettre, il faut impliquer tout le monde. Même les communautés qui ne sont pas acteurs, mais qui sont victimes et coupables en même temps. Et il faut le doter de suffisamment de moyens. Et voilà un peu, en grande ligne, ce qu'on peut dire, puisqu'on manque un peu de temps. Sinon, c'est la partie la plus... Pour moi, on aurait dû parler beaucoup des actions à mener, des actions à faire. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est bon. Mais, comme je le dis, c'est un phénomène très dynamique. On peut prendre des actions, on peut prendre des décisions aujourd'hui. Demain, on est face à d'autres types ou d'autres modes opérateurs qu'on n'avait pas. Donc, il faut revoir, il faut mettre tout le monde dans le même panel et dégager un plan sur une longue durée pour qu'on puisse contribuer à pacifier au fil du temps. Je suis sûr et certain que le tour de table par rapport aux solutions à préconiser sera très très utile pour nos téléspectateurs. Docteur Koné, quelles sont les solutions que vous préconiseriez? Alors, avant cela, je pense que... Seulement avant cela, maintenant, je crois qu'on va arrêter ça. Alors maintenant, je nous explique maintenant 7 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je pense qu'avant nous, avant ce plateau-là, les Nations Unies se sont passées sur la question. Et je pense qu'ils ont fait des recommandations, je pense 70 au total, qui se regroupaient dans des catégories. Parmi ces catégories de solutions, entre autres, il y a toute une batterie de solutions que je pense que c'est sous la gouvernance de Ban Ki-moon. Donc, ces recommandations ont été proposées aux nations, aux pays.
pour les appliquer, pour les adapter dans leur contexte local. Mais ces recommandations se regroupent dans des catégories. Et dans ces catégories-là, il y a la bonne gouvernance, il y a la lutte contre l'injustice, il y a le droit de l'homme à renforcer, il y a l'égalité des sexes, en tout cas en parlant des droits. Il y a aussi le rôle des médias sociaux, comment on appelle ça? Voilà, les réseaux sociaux, les médias et les réseaux sociaux par ricochet. Donc ça, c'est un ensemble de batteries. Il faut communiquer, il faut ce genre de plateau pour sensibiliser. Et comme acteur, on peut, au-delà du système étatique, au-delà des ONG qui œuvrent au quotidien dans le terrain, au-delà même de l'armée, pour contrôler, on doit impliquer, je pense que ce sera nécessaire, les leaders religieux. Les leaders religieux, de toutes les religions confondues, hein. Il n'y a pas qu'une religion en particulier, donc c'est toutes les religions ont ses extrémistes, et on en connaît plein, on peut citer beaucoup d'exemples par rapport à ça. Il y a aussi les leaders communautaires qu'on peut impliquer. Les leaders communautaires qui peuvent faire la valorisation des traditions, des us et coutumes, donc qui ont toujours prôné le vivre ensemble, qui ont toujours prôné la modération. Et donc ça, c'est un ensemble d'acteurs aussi qu'on peut impliquer en plus en renfort des systèmes étatiques, des systèmes de partenaires dans le cadre des ONG ou par la force au niveau de l'armée. D'accord. Merci, Dr Koné. Dr Yago, comme solution. Bon, les solutions, on en a évoqué autour de la table. Je pense que tout au début du processus, je pense que l'ensemble des acteurs, particulièrement les acteurs étatiques et la communauté internationale, se sont trompés. Ils se sont rendus à l'évidence que le tout sécuritaire ne réglait pas le problème. Et le fait d'acheter des armements, d'acheter des avions de guerre ne réglait pas le problème. Parce que nous sommes en face d'idéologie, nous sommes en face d'un discours. On ne combat pas une idéologie par les armes, c'est par un contre-discours. Un contre-discours et un vrai discours. Donc le plus important aujourd'hui, c'est le travail à l'éducation. C'est ce que l'UNESCO fait. L'UNESCO pense que si on travaille à l'éducation, on peut réduire les cas de radicalisation. Il s'agit d'apprendre les programmes de tolérance à l'école, de former les jeunes à l'entraide, à s'aimer, mais en même temps créer les conditions favorables pour qu'ils puissent s'exprimer dans la société, autonomiser la jeunesse pour qu'elle puisse se prendre en charge. Sinon, le tout sécuritaire aujourd'hui est voué à l'échec. C'est une approche globale, comme les Américains finalement l'ont réussi en Irak. Je me souviens qu'ils avaient du mal jusqu'à l'arrivée du général de la dernière chance, David Petraeus, qui dit que le combat, ce n'est pas les bombes que nous lançons, c'est de gagner le cœur et les esprits. Et donc ce qu'on va faire, on va commencer à ouvrir les écoles, les enfants seront occupés, et le budget qu'on me donne pour acheter des munitions, je vais acheter des cahiers et leur donner. Et comme ça, il a pu résoudre le problème. Et lorsqu'il est parti, ils l'ont rappelé pour régler la question de l'Afghanistan. Voilà une démarche globale et assez constructive. D'accord. Merci, Dr Yago. Monsieur Fomba, comme solution et en guise de dernier mot. Alors, comme solution, je pense qu'il y a eu, comme il y a eu beaucoup de solutions citées, ce qui est important aussi, c'est l'implication des acteurs locaux. Il est important que dans la mise en œuvre de tout ce qu'on a comme politique ou programme, que ce soit étatique ou autre, ou même en termes d'intervention au niveau des organisations, il faut impliquer les acteurs locaux. Qu'ils ne soient pas seulement des gens qui sont là pour subir. Il faut qu'ils soient impliqués dans la conception, dans l'organisation, dans la mise en œuvre et dans le suivi. Et ce n'est qu'avec ça qu'on pourrait avancer dans une solution plutôt durable. Parce qu'ils peuvent s'approprier les actions qui sont mises en œuvre dans leur propre localité pour essayer d'avancer sur cela. Nous avons, il a parlé de synergie, c'est extrêmement utile parce qu'on a plusieurs acteurs qui sont sur le terrain, y compris l'État, y compris la communauté internationale. On a plusieurs acteurs qui sont sur le terrain et il est important d'avoir une synergie d'action de tous ces acteurs-là. Nous sommes tous nombreux, on se met tous dedans, parce qu'on est tous des acteurs d'une manière ou d'une autre, plus l'État, il est important qu'on puisse savoir qui fait quoi, où, qui sont les cibles et
comment ils sont en train de mettre en œuvre, parce que le mode opératoire est extrêmement important. Il ne faudrait pas que moi, en mettant en œuvre certaines activités, j'aille compromettre des activités de quelqu'un d'autre sur le terrain. Et ça va biaiser parce que la communauté elle-même va être confuse sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. Il est important, juste un dernier point, de lutter contre justement la criminalité transfrontalière. Vous avez parlé d'économie criminelle, ça existe. Nous avons des checkpoints actuellement, on en a recensé une vingtaine de checkpoints, rien qu'entre Tomigna et Nyono. On ne parle pas de Mopti. Il y en a beaucoup d'autres qui sont là. Parce que chaque fois que vous avez un checkpoint, vous dirigez un territoire, vous avez de l'argent. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe, vous prenez votre argent. Et ça fait une économie criminelle. Les gens s'habituent à cela. Et malheureusement, quand ils s'habituent à cela, ça fait une prolifération parce qu'ils se le disent. Ils se disent, ah ben tiens, c'est intéressant, nous aussi on va prendre un espace. Donc là, c'est en train de se développer et malheureusement, ça joue beaucoup sur les interventions qui sont faites. Il y a le narcotrafic, il faut travailler beaucoup dessus. Nous sommes tous des contributeurs à l'extrémisme violent. Vous avez parlé de financement, mais nous contribuons tous sans le savoir. Le blanchiment d'argent, c'est extrêmement important. Donc, mais peut-être ce serait un autre débat une autre fois. Mais il faut surtout contextualiser toutes ces notions-là. Il ne faut pas y aller juste sur les définitions, il faut les contextualiser. Il est extrêmement important d'aller cas par cas. Les pays sont différents, les communautés sont différentes, les régions sont différentes, les villages sont différents. Donc il faut aller par lieu. Merci à vous. Monsieur Fomba. Jeunes et extrémisme violent quand les coupables sont les victimes. Ce soir dans votre émission Théma avec monsieur Ibrahim Nabiyo Touré, économiste, chercheur et directeur technique de IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement, docteur Issoufa Yago, analyste politique spécial des questions de défense d'intelligence économique et stratégique, monsieur Kassim Fomba, coordonnateur national de l'organisation Think Peace qui évolue sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance en mettant l'accent sur la gestion des conflits communautaires, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et le renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité et la population. Et enfin, notre quatrième invité était docteur Amadou Koné, ancien chercheur, leader associatif et religieux, président de la mouvance républicaine. Madame, monsieur, pour ma part, je retiens juste ceci, c'est que aucune religion n'est terroriste, ce sont les propagandes qui le sont. Quand c'est Ali, quand c'est Mohamed, alors nous entendons parler de terroristes, mais lorsqu'il s'agit de Charles ou de Robert, nous entendons parler de psychopathes ou de fous. Pourquoi ? Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission Théma. D'ici là, bye bye et au revoir.